Bonjour et bienvenue dans l'Avant-Garde, c'est Nicolas le cofondateur Pongo et aujourd'hui je suis avec Joachim Archambault, associé chez Acrolab. Épisode hyper intéressant parce qu'on va parler de branding, de plateforme de marque, de tout un tas de choses et on va essayer de creuser et d'être, je dirais, pédagogique. Mais avant tout, Joachim, je vais te laisser te présenter et nous dire peut-être un peu quel est ton parcours. Merci, déjà merci pour l'invitation, très cool. Premier podcast pour moi, donc on va voir ce que ça va donner. Du coup, Joachim, comme tu l'as dit, Archambault pour les curieux, je suis un des 3 associés de l'agence Acrolab. J'ai un parcours un peu particulier dans le sens où on va parler de branding alors que mon parcours est très tech. Ok, De formation, j'ai commencé une école d'ingénieur, dev que j'ai jamais terminée parce que justement trop tech, réorienté vers un master très intéressant sur culture et métiers du web, donc très théorique, beaucoup de sociaux, beaucoup de choses comme ça, très intéressant et directement en freelance après. Freelance dans un espace de coworking à Paris qui n'existe plus, mais qui était très sympa, dans lequel j'ai rencontré mes 2 associés qui, eux, avaient un studio de créa, qu'ils avaient créé depuis 2007 et donc je les ai rencontrés en 2014, quelque chose comme ça. On a commencé à travailler ensemble sur des projets, petit à petit au fil de l'eau, moi en tant que dev, eux en tant que UI design principalement et à force d'avoir tous les clients en commun, on s'est dit: «Bon, on va peut-être s'associer, ça sera plus pertinent et transformer ce qui était un studio de créa», parce qu'on s'est appuyé sur leur structure, parce que ça faisait sens de s'appuyer sur une structure qui existait depuis déjà presque 10 ans, et cetera et du coup transformer ce qui était un studio de créa en agence digitale. ok, Heu, on a fait ça, donc en 2016, on s'est mis là-dessus et on a fait ça jusqu'en 2021 et en 2021, on s'est dit: «OK, en fait, le digital a pris beaucoup de place dans l'agence et on aimerait retourner à nos sources» et donc là, depuis 2021, on refait un shift et on retravaille et on repart sur le branding qui était historiquement, depuis 2007, ce que faisaient, Sébastien et Édouard. On va repartir là-dessus et on va, l'utiliser sur le digital et on va utiliser le branding qu'on sait très bien faire comme un outil sur le digital pour accompagner marques, les marques au sens large. Petite transition du coup pour parler de ce que fait Acrolab. Maintenant, on n'est plus une agence digitale, on est une agence de marque, ce qui veut un peu tout et rien dire. C'est-à-dire qu'on accompagne les entreprises à développer leur marque. Ça, c'est parce qu'une marque, c'est pour ça que je dis enfin, c'est pas forcément très concret, mais toute entreprise a une marque. Ça, c'est qu'on soit, un SaaS, un e-commerce et cetera. Donc nous, on accompagne principalement start-up et e-commerçants dans la réalisation de leur branding, rebranding, et jusqu'au déploiement sur le digital, sur leur plateforme digitale. Donc sur leur, site vitrine. J'aime pas ce mot, mais il n'y a pas d'autre mot, pour le dire. Heu ou leur site e-commerce. Avec toujours au cœur le branding. Il faut que la plateforme, elle soit cohérente avec le branding qu'on a réalisé ou le leur, même si on travaille dessus, même si on travaille pas dessus et qu'on accompagne que sur la plateforme digitale, c'est toujours avec un objectif de faire ressortir ce branding. Avec, en parallèle, le gros enjeu de rester dans la performance, notamment pour les e-commerçants, où là, il y a un vrai sujet de conversion, et cetera. Donc il faut allier les 2. C'est pour ça qu'on a, en même temps un peu 2 pôles au sein de l'agence. Un pôle vraiment branding, focus branding et un pôle e-commerce qui permet de s'assurer que quand on déploie, un branding sur un site e-commerce, ça pollue pas la conversion et au contraire, ça l'aide et que ce soit vraiment un outil clé. hyper intéressant, c'est parfait parce qu'en plus, durant le podcast, on va parler justement de la cohabitation entre la perf et l'image de marque, si je puis dire, pour réconcilier enfin les head of branding et les head of growth. Heu et ça fait une parfaite transition. Justement, je trouve qu'il y a beaucoup souvent de confusion sur le fait que quand on parle de branding, on parle souvent juste heu, d'identité visuelle ou en tout cas de visuel. Est-ce qu'on peut commencer tout ce podcast sur le branding par essayer de définir le branding? Pour toi, c'est quoi le branding? Carrément. C'est alors chacun peut avoir un peu sa définition, mais c'est pas bien de dire ça parce que le branding, c'est le branding. Nous, quand on parle de branding, on parle d'un tout. On parle d'un tout dans le sens où on parle pas que d'image de marque comme tu l'as dit. On parle vraiment de définir ce qu'est ta marque.
ce qu'elle est, ce qu'elle représente et comment elle est perçue auprès de tes clients, de tes consommateurs, de tes visiteurs, etc. Mais l'image de marque et l'identité, le logo, les couleurs, les typos utilisés, c'est le résultat final, c'est le livrable du branding. Mais avant tout ça, il y a tout un travail sur ce qu'on appelle la plateforme de marque, euh, qui permet de s'appuyer sur celle-ci pour construire l'image de marque. Et après, du coup, tu réunis tout ça et tu as un très bon branding. Tu as le branding qui, en théorie, t'accompagne jusqu'à ce que, au fur et à mesure de l'évolution de ton entreprise, potentiellement, ta plateforme de marque évolue un petit peu. Donc, je pense que plateforme de marque, c'est un mot un peu que personne, enfin pas que personne ne connaît, mais que tout le monde ne connaît pas. Donc, je vais essayer de le définir un petit peu. Déjà, il y a un point clé, c'est que chez Acrolab, on est persuadé que la raison d'être d'une entreprise ne peut pas être le profit. Le profit, c'est un outil de mesure de performance, c'est un moyen pour mettre en place cette raison d'être. C'est là où la plateforme de marque rentre en jeu. Parce que, ok, c'est cool, j'ai une raison d'être, mais qu'est-ce que ça veut dire une raison d'être? Donc c'est là où on va commencer à travailler sur la plateforme de marque qui est composée de formaliser ta raison d'être, mettre les bons mots dessus, trouver comment l'exprimer, ce que tu veux faire passer comme message. On va travailler sur ta vision. Quel monde tu veux, dans quel monde va s'imbriquer ton entreprise, ta raison d'être, ta mission, qui va correspondre à comment est-ce que tu pars de cette raison d'être et cette vision et comment est-ce que tu y vas. Et de là, on va aller chercher des valeurs, très important, euh, une promesse qui va souvent être la baseline de ta marque. Par exemple, c'est voilà, qu'est-ce que tu promets à tes consommateurs, etc. Et on peut même pousser jusqu'à travailler sur ton positionnement. Comment est-ce que tu places tout ça dans ton marché à toi, au sein face à tes concurrents, face à ce qui existe sur le marché. Donc, tu me coupes hein, si jamais ça va trop vite. Mais, C'est très bien. donc, travailler sur ta raison d'être, comme j'ai dit, c'est vraiment ça. Après, je mets un petit attention parce qu'on est en 2023, on est CSP+, relativement jeune, on entend raison d'être, on se dit, ok, on parle de marque éco-responsable. C'est pas vrai, c'est pas le cas. Il y a plein de marques qui ont une raison d'être qui n'est pas de faire du profit et que c'est pas pour autant une raison d'être éco-responsable. Ça peut être tout simplement de rendre disponible, de rendre accessible la basket. Et du coup, tu vas plutôt être pas forcément sur de l'éco-responsabilité parce que tu veux casser tes prix, tu veux baisser les prix parce que tu veux que la basket un peu design, belle, soit accessible. Ça peut être de rendre accessible du matériel. Tu vois, Huawei, par exemple, je pense que parmi leurs raisons d'être, c'est rendre accessible le smartphone. Et du coup, oui, ils cassent les prix. Bah, c'est d'ailleurs typiquement un bon exemple pour rester sur du français plutôt, c'est Free. Mm. Free, sa raison d'être, elle a rien d'éco-responsable. Par contre, sa raison d'être, c'est pas juste de faire du profit, c'est d'amener Internet à un prix accessible à tout le monde. Ouais, on pourrait prendre aussi le womanizer. Exactement. Super bon exemple aussi, qui est de la démocratisation du plaisir féminin, qui est un sujet hyper d'actualité en ce moment. Euh, Très bon, bah nous on travaille avec une marque, alors pas plaisir féminin, plaisir masculin, et justement on travaille sur toute cette partie du branding. On est en train de finaliser la plateforme de marque en ce moment, et on attaque seulement l'identité graphique. Mais avant, on s'est posé sur, OK, quelles sont leurs valeurs, leurs raisons d'être, etc. Pourquoi est-ce qu'ils font ce qu'ils font? Et tu peux aller assez loin. Donc voilà, donc sur la raison d'être, tu as des choses comme ça assez simples. Après, tu as la vision, donc c'est où est-ce que tout ça, ça va aller. Tu peux prendre Unbottled, qui, eux, visualisent un avenir où il n'y a plus de plastique dans la salle de bain. Et donc, du coup, ok, c'est cette vision, ça, c'est vraiment c'est le message fort qu'il porte. Euh, Après, tu descends à la mission, donc c'est comment tu fais ça avec la fabrication bah, moi, je veux absolument créer du savon solide qui ait du sens, fabriquer semi-localement. Je trouve que fabriquer en Europe, ça suffit. Bon, là, on a de la chance, on est en France, donc la cosmétique, ils peuvent fabriquer en France à peu près où ils veulent, mais ça marche pour Zeta aussi, qui tient à cœur d'être local, donc elle est produite au Portugal.
Moi, je crois très très fort au Made in Europe. Et voilà, donc c'est sa méthode et comment elle fait pour y arriver. Apporter cette raison d'être et cette vision. Et après, il y a les valeurs. Donc les valeurs, c'est un petit peu plus concret. Ça va être des mots-clés que tu vas utiliser pour porter tout ça. Je vais prendre l'exemple chez nous, qui est une de mes valeurs que j'aimerais porter au sein d'Acrolab, qui est la pédagogie. Et donc je veux toujours que ce soit clair, que ce soit que les choses soient comprises et pas faites juste parce qu'il faut les faire. Et pas être abstrait auprès des clients, pas utiliser des mots-clés comme plateforme de marque à tort et à travers et expliquer ce que ça veut dire. Euh, et donc les valeurs, ça c'est très très important parce qu'en plus, souvent, alors particulièrement pour les jeunes marques qui se créent, les valeurs elles sont 100% portées par les fondateurs. Et donc souvent c'est des valeurs assez personnelles que tu veux transmettre à ta boîte. Donc les questions que tu peux te poser sur les valeurs quand tu travailles dessus, c'est est-ce que c'est une valeur que je garderais si je faisais complètement autre chose? Tu prends une bottle, demain il lance une marque de smartphone ou de bière. euh, est-ce que les valeurs seraient les mêmes? Tu vois, si je devais quitter l'agence pour monter autre chose, je porterais toujours cette valeur pédagogique. C'est une valeur qui me tient à cœur, et donc du coup, je la porterai peu importe la boîte dans laquelle je vais. Et c'est l'idée générale aussi de cette plateforme de marque. C'est en fait ne pas être trop. Alors, à part sur la mission où là, tu arrives sur le comment, mais avant, ne pas être trop production-centrique. Être vraiment vraiment pas centré sur les produits, mais centré sur ce que tu veux faire, où est-ce que tu veux aller, qui tu veux être, etc. Et donc, une fois que tu as toute cette plateforme de marque, tu sais qui tu es. On pourrait le comparer à toi quand tu grandis, etc. Et tu te construis à comment tu t'habilles. Quand tu es ado, tu te cherches, il y en a qui vont essayer les baggy, etc. Et tu t'apprends à te connaître. Tu as réussi, t'as construit. Et là, tu vas rentrer dans l'identité graphique de marque, alors pas seulement graphique, parce que tu as aussi tout le tone of voice, tout ce qui est contenu texte, comment tu parles, etc. Et tu vas rentrer dans une phase un petit peu plus, un petit peu plus concrète, même beaucoup plus concrète quand même, c'est parce que la plateforme de marque, ça reste un petit peu abstrait. C'est très perso, c'est très engageant, mais c'est un peu abstrait, et après on rentre dans le concret. Et donc, grâce à cette plateforme de marque, tu vas pouvoir construire une identité euh, qui te correspond et qui te ressemble et qui va te permettre de choisir comment tu es perçu. Parce que je vais reprendre, alors je peux pas le citer malheureusement parce que j'ai oublié son nom, mais quelqu'un qui disait un branding, t'en as toujours un que tu l'aies fait ou pas. Parce qu'en fait, le branding, c'est la manière dont tu es perçu auprès de tes clients. Donc si tu ne le travailles pas toi, les clients vont le travailler pour toi. Et ils vont choisir ton branding et tu vas devoir malheureusement du coup 100% guidé par tes consommateurs. Ce qui parfois est hyper bien parce que tu as une communauté et que tu veux grandir avec elle et tu peux même co-créer ton branding avec tes consommateurs euh, et avoir des retours avec eux, travailler avec eux sur plein de choses. Mais si tu ne fais vraiment rien, tu peux te retrouver à avoir un positionnement qui toi te correspond pas et l'entreprise prend une direction euh, qui ne te plaît pas en fait parce que tu t'es laissé porter et que c'est toujours un peu difficile. Donc, c'est l'idée d'être proactif euh, pour aller voir sur du long terme euh, et pas être juste dans la réaction. Parce que c'est un point important du branding, c'est que c'est quelque chose, c'est du moyen long terme. Je mets pas du très long terme parce qu'on en reparlera, mais on va en parler certainement un peu plus tard, mais ça peut évoluer un branding. Ça va grandir avec la marque. Euh, pour reprendre ma comparaison de tout à l'heure de toi qui grandis, je pense que tu t'habilles pas pareil que quand tu t'habillais à 16 ans. Tu as grandi. Ça n'empêche que tes valeurs ont potentiellement pas vraiment changé. Elles sont toujours là au cœur. Juste tu les exprimes différemment. Donc ton image de marque peut changer. En théorie, ta plateforme de marque évolue très peu. Tu vas peut-être mettre l'accent un peu plus sur certaines valeurs à certains moments, mettre l'accent sur une promesse en particulier ou ce genre de choses. Mais le cœur ne changera normalement jamais.
Par contre, la manière de l'exprimer, la manière de le représenter, ça peut évoluer. Donc c'est pour ça que je dis, c'est pas forcément très long terme. Hmm. Il y a des marques qui arrivent, Nike, je pense qu'ils changeront jamais le logo, même s'ils l'ont fait un petit peu évoluer, ce genre de choses. Apple le fait évoluer en continu, même s'ils gardent le principal. Euh, En tout cas, voilà, ça peut changer, mais c'est moyen long terme, c'est pas court terme. C'est quelque chose, faut le voir sur rendre travailler ta marque comme quelque chose de périn et presque le travailler comme une entité à part entière, travailler ton entreprise à part entière et donc travailler sur comment cette entreprise va être perçue, comment elle va vivre au sein de ton marché, etc. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que finalement, tu dis que le branding, c'est la matérialisation de ta raison d'être, c'est aussi l'expression de tes valeurs, ou en tout cas la matérialisation de tes valeurs. Mais du coup, quand on dit image, quand je dis image de marque tout à l'heure, cette perception de ta marque, elle se fait clairement pas que par ton identité visuelle, mais aussi la manière dont tu réponds aux services clients, enfin à tes clients quand ils ont un problème, la manière, le contenu de tes emails dans tes workflows marketing, tout un tas de choses, la manière, les messages que tu fais passer dans les ads, la posture que tu prends, le ton que tu choisis dans tes ads. Ce qui veut dire que finalement, c'est quelque chose qui est extrêmement transverse à toute la boîte, ce qui fait aussi reposer du coup à ceux qui construisent le branding, ou en tout cas une charge assez forte d'arriver à le diffuser partout, tout le temps. Mm. Et comment vous... la question que je pourrais poser, c'est, vous, quand vous travaillez avec vos clients, est-ce que vous avez un peu... Vous les aidez aussi à se dire, euh, attention, là, on vous fait une plateforme de marque, il va falloir faire en sorte qu'elle soit à chaque fois là et qu'elle soit cohérente dans tout ce que vous faites. Comment ça se passe, ça? Ouais, alors c'est l'importance d'avoir une plateforme de marque formalisée. euh, et moi, je conseille d'être accompagné là-dessus, que ce soit par une agence ou par un free ou quelqu'un, mais d'être accompagné pour la formaliser. Pour première étape, donc en ce qui concerne la plateforme de marque, euh, pour qu'elle soit facile à lire, facile à comprendre, pour que quand tu intègres des nouveaux collaborateurs, qu'ils puissent tout de suite s'imprégner de la marque. Parce que bon, quand tu es une jeune marque, que tu recrutes ton premier CDI, il n'y a pas de problème. Tu vas très très facilement lui transmettre tes valeurs, tu vas très facilement lui expliquer les choses. Quand tu commences à être 20, 30, 40, 50, euh, le fondateur qui est à la base, ou les fondateurs qui sont à la base de ces valeurs, de cette raison d'être, etc., ils peuvent pas onboarder chaque collaborateur et leur transmettre ces valeurs. Donc il faut que cette plateforme de marque elle transpire non seulement auprès de tes consommateurs, mais aussi auprès de tes équipes. Parce que c'est tes équipes qui vont au final porter cette plateforme de marque à tout le monde. Comme tu as dit, le service client, bah pareil, quand tu es une petite marque, t'es deux, oui, peut-être que c'est le fondateur qui va répondre à j'ai perçu ma commande et qui va répondre avec son ton à lui et porter ses choses. Mais quand tu es ne serait-ce que 10, tu vas avoir quelqu'un au SAV. Tu vas avoir quelqu'un qui va s'exprimer à tes clients. Et c'est hyper important qu'il s'exprime. Alors, je pense que c'est important qu'il s'exprime à titre personnel, mais ça c'est très subjectif. Moi j'aime bien avoir un humain en face. Mais c'est aussi très important qu'il garde le ton général de la boîte. Donc ça c'est vraiment un truc très important sur la plateforme de marque parce que c'est ce qui va exprimer tout ça. Et après sur l'identité graphique, c'est pour ça que faire une identité, il ne faut pas que le livrable ce soit juste un logo, une typo, une couleur. Nous, on pense qu'il faut vraiment un vrai brand book euh, avec des assets, des exemples d'utilisation pour vraiment guider parce que nous, on aime accompagner sur le long terme. Donc, en général, on accompagne après, on va continuer à produire du brand content, voilà, du contenu brandé. On va apporter, soit on va le faire en tant que producteur, soit on va juste apporter un œil, un regard et dire attention, là, tu t'éloignes vachement du branding qu'on a défini ensemble, peut-être que tu pourrais aller par là, etc. Donc on accompagne. Mais si jamais on n'accompagne pas, euh, parce que tout le monde n'accompagne pas après un branding, ça peut être un livrable final, il faut un brand book. Il faut un brand book complet, c'est-à-dire c'est pas un cahier des charges, c'est vraiment des exemples de comment ce que tu utilises. Tu as une partie cahier des charges dedans, une partie guidelines, de le logo tu le mets pas en rouge, les typos elles sont utilisées comme ça, cette typo là tu vas plutôt l'utiliser si tu la poses sur de l'image, ce genre de choses. Il y a une partie guideline, mais il y a aussi vraiment une partie exemple.
parce que c'est très très dur de s'approprier un branding. C'est compliqué de retravailler avec un branding si jamais il n'y a pas tout ça. Parce que du coup, alors, bon, ok, j'ai les outils, mais je sais pas comment est-ce que tu t'attends à ce que je les utilise. Ouais, c'est ta toolbox Mm. de branding avec ma raison d'être, c'est ça, et elle s'exprime comme ça et pas comme ça. Enfin, ou alors je suis ça et je suis pas ça. Je fais ça et je fais pas ça. Je parle comme ça et je parle pas comme ça. Ce qui permet aussi de rendre très concret l'utilisation de ce branding dans le day-to-day. Exactement. Hyper concret. Et ça permet, pareil, on en parlera un petit peu plus tard, mais ça permet de travailler avec la performance, d'avoir une cohérence du haut de ton funnel marketing. Donc, ce qui va être vraiment genre bonjour, j'existe, à achète chez moi. Et donc, si tu as, voilà, si t'as vraiment ce brand book, si tu as vraiment cette plateforme, tout ça de bien formalisé, ton branding, il va transpirer du haut du funnel jusqu'en bas. Et c'est là où tu peux travailler de la notoriété alors que tu es en train de faire de la perf, Hmm. et travailler de la perf alors que tu es en train de faire de la notoriété. C'est vraiment c'est un espèce de fil rouge qui doit être diffusé sur la totalité de tes actions marketing et interne. On a dit et RH, etc. Où là, tu rentres dans de la culture d'entreprise, tu rentres dans tout ça. Et pareil, en fait, le branding, de manière générale, plus concrètement dans le day-to-day, il faut que ce soit un outil. Parce qu'en fait, le branding, ce n'est pas la culture d'entreprise. La culture d'entreprise, c'est quelque chose à part entière que tu veux porter au sein de tes équipes, etc. Mais tu vas utiliser le branding pour créer cette culture d'entreprise. Et pareil pour la perf, tu vas utiliser le branding pour vendre. Pareil pour même acquérir des prospects ou peu importe pour communiquer. C'est un outil de base que tu peux utiliser sur la quasi-totalité allez, il y a peut-être ta contact, tu ne feras pas avec du branding, mais, mais sur la quasi-totalité de ton entreprise. Encore que, on pourrait dire que l'image de marque se fait aussi dans la relation avec Mm. les prestataires et que du coup, C'est si très je veux vrai. être cohérent dans Mm. dans mon image de marque, mon ADN doit transpirer même dans la relation avec mon comptable. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Si dans tes valeurs d'être transparent, tu vas publier tes comptes, contrairement à ce que font la majorité des boîtes. Voilà. J'ai une petite question provoque, c'est que tu disais tout à l'heure que la raison d'être d'une marque, d'une boîte, ne veut pas être seulement le profit, ça voudrait et que du coup le branding se base aussi là-dessus, c'est qu'en fait il y a plein de choses, ou en tout cas une ou plusieurs choses qui forment ta raison d'être. Est-ce que ça veut dire que des boîtes comme des dropshippers n'ont pas de branding ou ne peuvent pas avoir de branding, ou choisissent de pas avoir de branding, tu vois, Ouais, il y a ouais. un sujet intéressant là-dessus. Ouais, il y a un sujet intéressant. Bah, comme j'ai dit, moi, je pense que la raison d'être d'une boîte, ça peut pas être de faire du profit. Donc là, tout dépend des dropshippers. Tout dépend des dropshippers. Parce que tu peux commencer par faire du dropshipping. Parce que le dropshipping, du coup, ce n'est qu'une méthode de vente. Mm. Donc, c'est juste un client commande sur ton site, ça arrive directement chez le fabricant slash logisticien. Et en réalité, c'est de la marque blanche derrière qui envoie. Toi, tout ce que tu as fait, c'est packagé, mais avec une demande dessus. Et en fait, c'est pas toi qui produis la valeur en tant que tel. Euh, Ça peut être un début pour certains e-commerçants, le dropship, de dire bah, moi je vais commencer comme ça, mais ça va juste me permettre de lever des fonds, entre guillemets, d'avoir du capital pour après Mm. développer mon produit à moi, etc. Et donc là, en fait, la raison d'être, elle est là. C'est pas de faire de l'argent. Le dropship est un outil pour déclencher cette raison d'être. Après, tu as des gens qui font du dropship que pour faire de l'argent. Et là, je pense pas qu'ils peuvent avoir un branding. Je pense qu'ils peuvent avoir une image de marque sur laquelle ils vont travailler, qu'ils vont utiliser comme outil marketing pour vendre. Mais je suis aussi assez sûr, j'ai pas d'exemple en tête, mais que un dropshipper, il va pas exister 20 ans, quoi. Mm. C'est ça la différence, c'est qu'il y en a un où tu vas construire une boîte pérenne, tu veux quelque chose qui va aller sur le long terme, qui peut presque exister sans toi. Euh, Et l'autre où, en fait, quand tu as fini, tu fermes ton site, tu prends tes quelques milliers d'euros et tu t'arrêtes là. Ouais. Intéressant parce que tu dis une marque qui peut exister sans toi, ce qui me fait une passe D incroyable pour parler du coup de
personal branding. On en parle de plus en plus parce que alors, ça existe depuis la nuit des temps parce que Steve Jobs a été un bon exemple de personal branding, en tout cas d'incarnation de sa marque quasiment au-delà de sa marque. On a aussi beaucoup de sujets, notamment avec tous les contenus qui sont faits sur TikTok, de petites marques qui montrent les coulisses de leur marque, où en fait le fondateur ou la fondatrice est quasiment l'étendard de sa marque avant même sa marque. Comment aujourd'hui, déjà, c'est quoi ta perception de tout ça? Est-ce que le personal branding est suffisant? Est-ce que je peux construire ma marque autour de ma personne et fin? Et comment personal branding et branding tout court se mélangent? Alors, c'est hyper dur parce que alors c'est vrai que ça existe depuis toujours. Tu as Steve Jobs, chez nous en France, tu as Xavier Niel qui a beaucoup incarné Free, t'en as beaucoup d'autres. Tu peux prendre les marques de Rihanna maintenant, voilà, il y en a beaucoup d'autres. Pareil, alors, ouais, ok. Je vais essayer de pas m'éparpiller, mais je pense que le personal branding, c'est pareil. Quand tu es une marque, on va prendre l'exemple pour les marques, parce qu'il y a différents sujets. Quand tu es une marque, le personal branding peut être un super bel outil pour commencer. Pour te faire connaître, parce que c'est quand même vachement plus facile de toi parler de ta marque que de faire parler sa marque. C'est assez difficile, déjà parce qu'au début, elle n'existe pas. Donc pour la marque, prendre la parole, c'est difficile, vu qu'elle n'existe pas, alors que toi, tu existes, et là, tu peux prendre la parole et parler de ta marque. Mais je suis assez persuadé que si tu veux une boîte pérenne, il faut que tu passes la main à un moment, que tu passes le bâton de parole de toi-même à ton entité, à ta marque. Si tu reprends l'exemple d'Apple, parce que c'est hyper concret, quand Steve Jobs est mort, tout le monde pensait que Apple allait s'écrouler. C'est très très loin d'être le cas. Parce que Steve Jobs a transmis ses valeurs, sa raison d'être, etc. à la boîte et à la totalité des équipes. Je pense qu'il y a un moment où il y a un tournant où ta boîte grossit et où, en tant que fondateur, ta mission, elle est plus opérationnelle. Elle est justement dans le fait de transmettre tout ça à la totalité de l'équipe, à la totalité de la marque, en fait, dans son ensemble, de l'entreprise dans son ensemble, pour que la marque perdure, même si toi, tu n'es plus là. Et c'est comme ça que tu arrives, pour les entrepreneurs, c'est comme ça que tu arrives à lancer 4-5 boîtes. C'est parce qu'en fait, tu arrives à transmettre tout ça. Et du coup, tu peux laisser tourner la première sans toi et attaquer une autre, etc. Et du coup, tu peux porter... Après, si tu une raison d'être personnelle de changer le monde, c'est là où c'est hyper puissant parce que du coup, tu peux attaquer différents secteurs, différents trucs, etc. Et c'est hyper fort. Donc, je pense que c'est un très très bon outil que Respire a très bien utilisé, que Zeta utilise un petit peu, que Apple... voilà, c'est vraiment un très bon outil, mais je pense qu'il y a un moment où il faut passer la main, Ouais. de manière à avoir cette pérennité. Après, le personal branding, comme on l'entend sur LinkedIn, etc., je pense que c'est beaucoup de bruit pour rien. Tu peux pas vraiment juste faire du personal branding. Il faut que ce soit pareil. Comme le branding, c'est un outil. C'est un outil pour en faire quelque chose. Le seul point où je mettrais un petit, je mettrais un petit voilà là-dessus, c'est tous les créateurs de contenu. Où là, pour le coup, j'ai encore un petit peu de mal à voir comment ils font. Aux États-Unis, tu as MrBeast qui commence à y arriver, où il a vraiment créé une brand qui sort de lui-même. Tu as d'autres exemples, hein, beaucoup chez les YouTubeurs, moins chez les Instagrammeurs, etc. Mais voilà, il y a un gros sujet là-dessus où eux, le personal branding est au cœur. Je pense que s'ils veulent, je pense que l'exemple de MrBeast est un bon exemple, même si j'adhère pas forcément à son contenu, etc. La manière dont il le fait, il le construit comme étant quelque chose de... pareil, en fait, il passe petit à petit la main. Là, il est encore jeune, etc. Mais quand il aura 40 ans, ça sera plus lui devant la caméra. Pour pas prendre un américain, on peut prendre Hugo Décrypte. Ouais. Qui petit à petit est en train de passer la main dans ses vidéos. Il n'y a plus que lui qui parle, il y a d'autres gens, etc. Et donc, il est en train de construire une marque qui peut-être, à terme, s'appellera tout court Décrypte. Et plus Hugo, il enlèvera le Hugo. Ouais. Mais il est en train de passer la main. Donc, pour les créateurs de contenu, un peu, voilà, je mets un petit holà à comment est-ce qu'on marie tout ça. Je comprends que ce soit plus dur. Mais en tout cas, voilà, le personal branding, c'est un outil. Un bon outil, je pense, pour certaines marques. Surtout, alors ça, c'est très personnel et ça dépend des fondateurs, etc.
Mais si tu es à l'aise avec ton produit, avec ta marque, etc., que tu es à l'aise d'en parler, tu es à l'aise de te mettre en avant, euh, teste. Et puis au pire, si ça marche pas, tu travailleras un autre axe mais ça peut être un super bon outil. Ouais. Et puis même le point commun avec les créateurs de contenu quand même, c'est que il y a toujours ce truc de, tu prends l'exemple d'Hugo Décrypte, on pourrait prendre aussi Théo Lyon avec Koudak, il y a quand même ce truc que finalement, il y a le point commun de ces gens-là, c'est qu'à la fin, ils font en sorte de travailler suffisamment bien leur marque pour que la marque puisse exister sans eux. Exactement. Donc en gros, et d'ailleurs, c'est ça qui leur permet après d'avoir potentiellement 5 projets à côté, parce que si du coup ta marque elle existe qu'avec toi, bah ça devient compliqué si tu en as plusieurs déjà. Et surtout, je peux découvrir une marque par une personne, il n'empêche qu'après j'ai une expérience avec la marque en elle-même et pas avec la personne, si c'est que ce soit sur du service ou sur l'achat d'un produit. Et donc en fait, il faut que ce que j'ai les valeurs, ce que j'ai ressenti avec la personne, qui se traduisent après dans la suite de mon expérience. Sinon, il y a des chances que, en fait, bah, ok, j'ai découvert cette marque, j'ai acheté un truc, mais j'ai pas ressenti la même étincelle que j'avais quand j'ai découvert la personne. Ouais, exactement. Non, mais c'est ça. Tu as tout dit. C'est vraiment travailler là-dessus dans un objectif de se développer. Et c'est très, très intéressant. Et voilà, ouais, je pense que c'est un bon outil de travail, en tout cas. Ouais, je pense aussi. Donc, on a un peu défini ce qu'était le branding, on a parlé de personal branding. Est-ce que il y a une recette ou en tout cas des bons ingrédients pour faire un bon branding? C'est une question hyper compliquée, je te le concède. Mais tu vois, à des marques qui pourraient nous écouter ou même à des head of branding qui pourraient nous écouter, euh, quels sont les meilleurs conseils que tu pourrais donner dans toi, tout ce que tu as pu travailler avec des marques sur ce qui, à la fin, fait un bon branding? Ouais, je pense qu'il y a alors, peut-être pas une recette, mais une méthodologie. Euh, je pense que le premier point, je l'ai déjà dit, mais c'est de travailler sa plateforme de marque. Je pense qu'un bon branding, c'est un branding qui a du sens, c'est un branding qui est juste, et c'est pas juste une belle image de marque. Donc je pense qu'il faut vraiment travailler comme ça, il faut vraiment travailler d'abord euh, toute cette personnalité de marque et vraiment le formaliser pour après le représenter. Parce que si tu fais que le représenter, tu peux avoir quelque chose de très esthétique, Hmm. mais qui te ressemble pas. Et déjà, je pense en tant que fondateur, tu vas voir que tu vas te lasser de ce branding. S'il est juste esthétique et qu'il n'a pas de sens, tu vas t'en lasser et tu vas vouloir en changer. Alors que si tu lui trouves si tu le construis à partir de sens et de justesse, etc., c'est quelque chose que tu vas pouvoir garder avec toi assez longtemps. Encore une fois, qui est voué à évoluer en fonction de comment évolue l'entreprise, etc., mais tu pourras le garder assez longtemps. Euh, Autre point dans la méthodo, moi, alors je dis pas ça en tant qu'agence, tu vas voir d'autant plus pourquoi après, mais je pense que c'est important de se faire accompagner, notamment sur la plateforme, sur la représentation visuelle et texte. Si tu es très bon, fais-le toi-même, ça, c'est assez clair. Mais sur la plateforme, je pense que c'est très très important d'avoir un avis extérieur, d'avoir quelqu'un qui a une vision euh, pas globale parce que tu l'as aussi, mais voilà, une vision un peu d'au-dessus, une vision extérieure qui va te permettre de trouver les bons mots, encore une fois. Donc, je pense que c'est très important de se faire accompagner. Et c'est là où le troisième point, je pense qu'il faut, si tu te fais accompagner, je pense que le truc le plus important, c'est pas de choisir une agence par rapport à ses refs ou une agence par rapport à ce que tu as entendu parler ou de ce qu'on t'a recommandé, etc. C'est choisir une agence avec qui le feeling passe. Parce qu'en fait, c'est une agence ou un freelance, hein, peu importe, un prestataire, on va pour mettre tout le monde dedans. Tu vas lui confier l'image de ta marque, tu vas lui confier comment tu vas être perçu auprès de tes clients. Donc, tu vas le travailler avec lui, bien sûr. Une plateforme de marque, c'est pas la personne extérieure qui va la faire tout seul. Ça va se faire autour d'ateliers, etc. Mais tu vas lui confier ce travail-là. Et donc, je pense que c'est important d'être assez aligné, par exemple, dans les valeurs. Si t'es pas, tu vois, si je devais donner un conseil à des marques ou startups ou autres qui cherchent une agence de branding, au-delà de challenger sur le tarif, au-delà de challenger sur les refs, je challengerai sur les valeurs. Dire, ok, moi, ce que je veux faire, c'est ça. Euh, Est-ce que vous allez dans cette direction, vous aussi?
Hmm. Tu vois, nous, on a dans l'idée, par exemple, en tant qu'agence, de petit à petit accompagner de plus en plus de marques éco-responsables parce que ça fait partie de nos valeurs. Et donc, on a envie d'accompagner ce genre de marques. C'est d'autres, après, et on en a encore d'autres à côté où c'est pas au cœur de leurs valeurs, mais elles y accordent tous une certaine importance quand même. Elles sont quand même sensibles à ça. Ne serait-ce Hmm. qu'avoir ne serait-ce qu'avoir une sensibilité. Parce que tu peux pas être 100% aligné sur les valeurs avec tout le monde, c'est sûr, mais au moins avoir une sensibilité sur ces valeurs-là avec ton prestataire. Je pense que c'est le point très très important. Ouais, parce que rien de mieux pour exprimer ses valeurs que de travailler avec quelqu'un qui les partage. Exactement, c'est ça. Et qui va t'apporter du coup les compétences sur quelque chose que tu ne sais pas faire, Hmm. mais qui par contre comprend et partage tes valeurs. Ou, encore une fois, les partager à 100%, c'est très difficile. C'est pour ça que c'est très difficile de trouver un cofondateur. C'est pour ça que c'est... Donc du coup, ça sera jamais à 100%, mais au moins d'essayer celui qui a le plus. Je trouve ça intéressant le fait de se dire que c'est important de faire intervenir quelqu'un de l'extérieur, parce que étant moi-même fondateur d'une boîte, on peut aussi très facilement être biaisé sur la perception de sa marque. C'est-à-dire qu'en fait, on peut penser qu'elle est perçue d'une manière parce que nous, on est dans le quotidien, la tête dans le guidon, et des fois, on voit pas des choses qui font que, en fait, des angles morts mais en fait, tu te rends pas compte, mais là, t'es perçu comme ça. Euh, et toi, tu le crois pas du tout parce que voilà, t'es Mm. dans le quotidien. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant ce truc-là, tu vois, un peu comme dans l'intimité d'un psy qui va prendre un peu de recul sur ta et d'objectivité sur ta vie. Attention, je compare pas le branding à de la psychologie. Alors, cela dit, t'as pas 100% tort. T'es pas loin. Parce que quand on travaille sur une plateforme de marque avec des fondateurs, on les challenge, hein. On les challenge vraiment. Et au-delà de challenge, on aime bien les chahuter un petit peu. Aller les titiller sur des sujets. Aller vraiment les faire se remettre en question, même personnellement. Donc oui, il y a un côté un peu coaching, un peu, mais tu vois, sur la perception, même nous, on a mis du temps à se rendre compte, bon, c'est il y a quelques années maintenant, mais qu'on était très perçus comme exécutants. Mais parce que c'était alors qu'on produisait des choses qui n'étaient pas du tout que de l'exé. Euh, mais parce que c'était la manière dont on se présentait, la manière dont on présentait l'agence, la manière dont on travaillait avec les équipes, avec les clients, etc. Et donc on s'est, ok, on va remettre ça. Et c'est pas nous qui l'avons découvert. C'est quelqu'un d'extérieur avec qui on a travaillé qui nous dit, bah là, moi de comment je vois les choses, bah, vous êtes exécutant, alors que je sais que vous ne l'êtes pas, que vous faites plus que ça. Je fais, ah, ok, donc Est-ce que, important. est-ce que tu voudrais dire que votre branding, le branding de votre agence de branding a été fait par une autre agence de branding? Alors non, alors non, mais par contre on a été chercher des gens pour nous challenger un peu sur la plateforme de marque. Ouais, ça c'est intéressant. Tout le reste du branding, on l'a fait, et la quasi-totalité de la plateforme, on l'a fait nous-mêmes. Mais on a été chercher un peu des gens pour nous challenger sur certains points, etc. Bon, après, c'est toujours, bah, vu que c'est ce qu'on fait, nous, on travaille en continu, on Hmm. aime beaucoup, on aime, avec mes deux associés, on aime beaucoup se remettre en question, on aime beaucoup discuter ensemble, on est toujours en train de réfléchir à comment est-ce qu'on apporte le plus de valeur à nos clients et comment est-ce qu'on montre qu'on a envie d'apporter cette Hmm. valeur-là, etc. Donc ça c'est perso. Il y en a qui sont qui aiment moins se remettre en question. Euh, Nous on le fait beaucoup, peut-être trop même parfois. Euh, mais je pense que c'est important de le faire en tout cas de manière ponctuelle. Et la plateforme de marque est une belle occasion. Et il y a d'autres moments forts dans les entreprises où ça peut être une belle occasion de se Hmm. remettre en question. Ouais. Et c'est intéressant parce que il y a un truc que je trouve fascinant dans le fait de concevoir un branding, c'est qu'en fait, du coup, tu vas donc travailler sur le fait d'exprimer ta mission, ta vision, tes valeurs. Sauf que après, tu mets ça aux yeux des gens et du coup, tu espères que le branding a été aussi bien fait que en fait, c'est bon, tu dégages exactement ce que tu veux. Je sais pas si ça se passe tout le temps comme ça, mais du coup, la question est de savoir comment en fait tu fais pour jauger, de voir si en fait ça a marché, l'image de marque que je voulais est réellement celle que j'ai. C'est hyper dur. Euh,
Il y a plein de gens qui te diront c'est pas quantifiable. Tu peux pas faut le faire, mais tu pourras pas mesurer les retours. Donc Nous, je peux pas on- savoir ce qu'est un bon branding. Enfin, je peux pas savoir si mon branding a été réussi. Ou voilà. mon rebranding a été réussi. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Nous, on pense que c'est possible. On n'a pas encore la formule magique pour le faire. Je pense que on penche vers. Alors, ça peut se mesurer un peu, par exemple, sur l'engagement sur les réseaux sociaux, ce genre de choses. Mais encore une fois, est-ce que c'est parce que j'ai refait mon branding ou est-ce que c'est parce que je communique un peu plus parce que je suis à l'aise avec maintenant je suis à l'aise avec mon branding et j'ai envie de créer du contenu, donc du coup j'ai un peu plus d'engagement. Difficile à dire. Du coup, je pense que ça va passer beaucoup par l'étude consommateur, d'aller poser des questions à ta communauté, en fait. Ouais. Je pense que ce qui est intéressant, tu as des questions de comment est-ce que vous nous percevez, comment est-ce que vous nous voyez un petit peu après le déploiement du branding, parce qu'il faut que les gens soient imprégnés, qu'ils soient plus pollués par alors, soit l'inexistant, soit celui qu'il y avait avant. Donc laisser un peu de temps, de toute manière, comme j'ai dit, c'est du moyen long terme, donc il faut toujours laisser un peu de temps. Et après, du coup, aller poser des questions, voir comment t'es perçu. Est-ce que tout ce qu'il y avait dans ta plateforme de marque, les gens le perçoivent? La réponse, elle sera non. Il y a la totalité. Est-ce que la totalité soit perçue, c'est pas possible. Mais par contre, voir quel point ressort le plus. Tu vois, si tu es une marque qui veut se positionner très luxe, très qualité, très made in France, etc. Allez voir qu'est-ce qui ressort. Toi, le made in France, c'est important dans ta mission, mais ça l'est un petit peu, mais c'est moins un sujet dans ta raison d'être, etc. C'est la manière dont tu veux le faire, mais c'est pas forcément un point que tu veux absolument faire ressortir. Si tu vas avoir tes consommateurs qui disent ah bah t'es une marque made in France. Ah, ok, j'ai un peu trop appuyé là-dessus. C'était un sujet dans ma plateforme, donc c'est bien, ils l'ont entendu, ils l'ont vu. Par contre, ils n'ont pas vu le luxe. Ils ont vu la qualité et le made in France, mais ils n'ont pas vu le côté luxe. Donc on va retravailler un petit peu. C'est pour ça que j'ai dit c'est du moyen long terme et qu'il faut le challenger, faut le faire évoluer, voilà, tu peux faire du test and learn aussi sur du branding, c'est plus compliqué. On est en train de travailler sur essayer de trouver des méthodes pour pouvoir le faire. Mais on n'est pas encore 100%, on n'a pas encore 100% la formule magique pour ça. Mais je trouve ça intéressant et je trouve ça un peu, j'allais dire sous-côté, c'est peut-être pas le mot, mais peut-être pas assez utilisé, le fait de sonder régulièrement les gens, et quand je dis les gens, pas seulement ses clients, mais ses prospects, n'importe qui, sur l'image qu'il a de moi, entre gros guillemets, moi en Ah tant ouais, que ouais. marque. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui se fait pas assez et qui vraiment pour moi est quand même un... Enfin, j'ai pas l'expertise que tu as sur le branding, mais qui me paraît être un super outil pour quand même se rendre compte de si ta plateforme de marque, t'as réussi à la matérialiser comme tu voulais, quoi. Ouais, hyper important. Hyper important. Et d'ailleurs, tu peux le faire auprès de gens proches avant de le faire auprès de tes consommateurs. Tu peux le faire auprès de tes parents, auprès de tes amis, etc. Qui te suivent dans ton aventure, mais sans vraiment te suivre. Hmm. Ok, qu'est-ce que tu as pensé de mon nouveau branding? Et en discuter, quoi. Pousser le truc, ok, et qu'est-ce que tu mettrais c'est un jeu à faire avec ses amis aussi pour le personal branding d'ailleurs. Ça, c'est ok, du coup, qu'est-ce que tu mettrais comme 5 qualités par rapport à ce que tu vois là? Comment est-ce que tu me définirais? Comment est-ce que tu définirais ma marque par rapport à ce que tu vois? Faire un peu des exercices comme ça pour voir ce qui est perçu et pour voir ce qui est compris. Tu peux le faire, voilà, c'est plus simple quand même de le faire auprès d'amis. Après, l'étape d'après, c'est d'essayer d'aller chercher un petit peu plus de monde et avoir un petit peu plus de retour. Et du coup, tu peux ajuster, etc. Je pense que ouais, comme tu as dit, c'est important et c'est intéressant parce que ça te Ouais, challenge toi aussi en plus en continu derrière. Donc, c'est hyper cool. ce serait drôle de faire une espèce de podcast où en fait des fondateurs ou des fondatrices de marques du coup viennent et il y a des inconnus qui viennent de poser des mots sur les marques et peut-être que ça ferait des situations assez cocasses de... Ah ouais, ça pourrait être très sympa ça. Tu pourrais découvrir des choses. Intéressant du coup la perception de comment on jauge du coup effectivement la perception de sa marque. Et il y a un truc aussi que je trouve, c'est là où on arrive je pense au endgame quand on a réussi vraiment à avoir une marque impactante, c'est quand les gens la revendiquent
comme des Apple, comme que moi qui ai un Android, on vient me dire ah t'as un Android. Ou alors des gens qui pourraient dire mais jamais je repasserai au PC. Euh, est-ce que c'est euh, est-ce que c'est enfin comment dire? J'imagine que c'est le endgame, c'est le plus dur ça. Euh, Est-ce que c'est hyper compliqué comme question, mais est-ce que tu vois, il y a des manières d'arriver à un moment où en fait tu as réussi à avoir ta communauté qui revendique ta marque, qui s'est appropriée ta marque. Euh, Ça va pas dépendre que du branding. hmm, Ça va dépendre du branding parce que c'est un des outils, mais ça va être la manière dont tu l'utilises et dont tu communiques, etc. C'est le golden circle de Simon Sinek. Tu ouais, commences par le why, le how et après le what. Et c'est hyper dur à faire. Mais voilà, ça ne dépendra pas que du branding. Ça va partir aussi de comment c'est utilisé dans ta perf, dans tes campagnes de perf, etc. Ça va dépendre de beaucoup de choses comme ça. Euh, donc faut faire attention à comment tu l'utilises. Moi, je pense vraiment que le why, how, what là, de Simon Sinek, je trouve ça vraiment très très intéressant. Surtout que ça te donne un pouvoir magique à ta boîte qui est que tu peux vendre n'importe quoi. Euh, Si Peugeot ne reposait pas sur des valeurs industrielles, une raison d'être d'industrie, Peugeot ferait encore des poivriers et ne ferait plus des voitures. Enfin, ne ferait pas des voitures. Parce qu'ils ont commencé avec les poivriers. Tu passes de poivrier à vélo à voiture. Je crois que c'est à peu près dans ce ordre-là. Euh, c'est un énorme changement. Ça n'empêche que la marque existe toujours et que c'est toujours la même marque et que derrière, c'est toujours les mêmes valeurs. Alors, eux, c'est de l'industrie. Donc, bah, c'est un bon autre exemple de marque dont la raison d'être n'est pas éco-responsable, mais il y a une raison d'être de créer de l'industrie, d'industrialiser la France, etc. Et, euh, et ça leur permet donc voilà, de faire un peu, de vendre tout et n'importe quoi au travers de leur marque, parce que les gens ont adhéré à la marque. hmm, Euh, Apple, ils vendaient des ordinateurs. En 2007, sortie de l'iPhone, une marque d'ordinateur qui sort un téléphone, ça n'existe pas. Si tu as IBM qui sort un téléphone, personne ne l'achète. Et parce qu'ils ont construit toute cette marque autour de la qualité du produit, alors eux, c'est beaucoup autour de ça, de l'innovation, etc. Euh, euh, et ben parce qu'ils vendent ça, ils arrivent à vendre l'iPhone. ouais. Et ça, c'est quand même c'est très très fort. Mais c'est ça que je trouve fou, c'est qu'en fait c'est là le pouvoir de la marque. C'est en fait on se dit s'ils ont réussi à faire un truc aussi ouf sur les ordis, ils réussiront à faire un truc aussi ouf sur les téléphones. Ils réussiront un truc à faire aussi ouf sur des lunettes connectées. Ils réussiront à faire un truc aussi ouf sur... Parce qu'en fait, en gros, leur marque est tellement forte sur le fait que, en fait, ils incarnent l'innovation quasiment, qu'ils pourraient, effectivement, comme tu le dis, c'est ça que je trouve intéressant, ils pourraient vendre n'importe quoi, qu'on leur ferait confiance, les yeux fermés. Ah, mais ça m'étonnerait pas que dans les 5 à 10 prochaines années, on ait des voitures Apple dans la rue. Euh, et pourtant, bah, fabriquer des téléphones et des ordis, c'est pas le même métier que de travailler des voitures. Mais s'ils se mettent à en faire, on verra plein de voitures Apple dans la rue, c'est sûr et certain. Parce que bon, l'iPhone maintenant, on a l'impression que fabriquer un ordinateur et fabriquer un téléphone, c'est la même chose. C'est un peu vrai maintenant, ça ne l'était pas en 2007. Ah, c'est clair. On n'était pas à l'époque des smartphones, etc. Donc c'était pas le même métier. Et ils ont réussi à le faire. Et d'autres ont réussi à le faire. Bah, encore une fois, comme Peugeot qui faisait des poivriers, qui s'est mis à faire des voitures. Comme t'en as énormément des marques comme ça Ouais, qui font tout et n'importe quoi. LG, je sais plus, mais c'est pareil, c'est un produit qui n'a rien à voir. Sony, c'est pareil, ça n'avait absolument rien à voir. ouais. Sony, c'est un cuiseur à riz, Ah ouais. leur premier produit. Et après, ils ont fait de la musique. Donc, Ouais, c'est dingue. Enfin, on va parler justement après de perf, mais quand on parle de ce pouvoir de la marque là, on se rend compte que du coup, euh, la marque elle performe. c'est c'est ça. Et ben justement, ça me fait un parfait lien pour parler de ça. Il y a un truc moi qui m'amuse un peu, bah, que ce soit chez les marques.
e-commerce, omnicanal, les startups, c'est qu'il y a souvent une espèce d'inimitié, je dirais, entre les head of branding, les head of growth, sur le fait que euh, bah, moi, je m'occupe du gros ou du canal ou du funnel d'acquisition de ma marque. Je regarde mes CAC, mes coûts par lead, toutes ces métriques-là. Et, euh, et du coup, je vais pouvoir dire, ah non, on a essayé des pubs télé, le CAC, il est pas bon. Et avec, du coup, le ou la head of branding à côté qui va dire, bah attends, non, tu peux pas dire ça. En fait, c'est de la noto. Et c'est Comment, comment, je sais pas si vous avez l'occasion en même temps de parler avec les fondateurs, fondatrices ou les head of branding. Est-ce que vous parlez aussi les head of growth vous parlez aussi, pardon, avec les head of growth ou avec des gens qui s'occupent du growth chez les marques. Comment on réconcilie ces deux mondes, quoi, tu vois? ouais, c'est hyper dur. Je vais essayer de pas être trop côté brand et de me mettre aussi un petit peu côté perf, pour donner un truc, parce que c'est vrai qu'il y a une espèce de rivalité, enfin pas de rivalité, mais voilà, ça rentre un petit peu en conflit, parce que toute la brand, c'est vachement long terme, alors que la perf et le gros, c'est très court-termiste, c'est ramener de la vente. Et il y a des choses que tu as besoin de faire pour faire du gros ou de la perf qui, qui titillent un peu les gens qui font du brand, mais en même temps, tu as besoin de les faire. Si tu as besoin d'afficher en énorme solde parce que c'est les codes, bah, il faut le faire. Par contre, là où c'est important, surtout quand tu parles d'omnicanalité, euh, je pense que si tu te dis être une marque omnicanale, tu ne peux pas faire de perf sans prendre en compte ta brand. Parce que l'omnicanalité, c'est pas du multicanalité. C'est la différence entre les deux, c'est que tu vas pas voir chaque canal de vente séparément avec des objectifs distincts. C'est un objectif global qui est de faire grandir ta marque. Et après, les canaux de vente et les canaux d'acquisition vont être multiples. Mais t'as un objectif central. Et du coup, tu as besoin d'avoir un point commun autour de tous ces différents canaux, que ce soit un site internet, du wholesale, du retail, etc. Tu as besoin d'avoir un point commun si tu fais de l'omnicanalité. Et ce point commun, c'est le branding. Et après, du coup, bah, il faut réussir à se concilier entre les gens du brand, donc qui sont plutôt en général en haut du funnel dans les équipes marketing, et les gens de la perf qui sont plutôt en bas. Il faut réussir à les concilier de manière à ce que la perf puisse faire les actions qui sont quand même tendances, qui dépendent des plateformes, qui dépendent de plein de choses, et ce que la marque veut transmettre. Donc je pense que le brand doit avoir un regard sur la perf. Et pareil, en fait, ça rejoint ma valeur que j'ai parlé au début de pédagogie. Il faut que les deux s'apprennent des choses. Il faut que les deux soient pédagogues entre eux, de manière à pourquoi est-ce qu'on amène ce branding sur la perf, et la perf, pourquoi est-ce qu'on amène ces éléments qui viennent polluer le branding. Parce que tu peux concilier un peu les deux et réussir à avoir quelque chose de plus constant, d'être très omnicanal euh, et de et voilà, de porter sur le long terme en plus, parce que c'est comme ça que tu vas te créer une communauté comme tu disais pour Apple, etc. C'est comme ça que tu vas fidéliser les gens et que les campagnes de perf derrière seront d'autant plus efficaces sur les clients existants. Donc tu vas Ouais. faire du repeat en folie et c'est hyper cool. Et je partage totalement ton point de vue sur le fait que c'est hyper important que les deux travaillent ensemble, parce que, en fait, Heu, tu peux ternir ton image de marque avec des techniques de grosse, avec certaines techniques de grosse et tu peux, du coup, ternir peut-être ton acquisition, si du coup, je dirais, je pense que branding et pas, donc en fait, enfin et d'ailleurs, j'ai un exemple il y a pas longtemps où, chez Pongo, il y a une campagne, qui a été faite, qui a très bien marché et par contre, j'ai dit: «Ah non, moi, je suis pas du tout OK avec le message qui est passé parce que c'est pas du tout l'image que je veux dégager» et donc en fait, on en revient au fait que bah, c'est vraiment important que les 2 travaillent ensemble, sinon, en fait, tu peux te cannibaliser de l'intérieur, quoi, quasiment. Exactement, parce qu'en plus, bah, tu peux ternir ton image de marque et malgré que j'ai dit que la raison d'être de la boîte, ça devait pas être de faire du profit, eh ben, il faut quand même faire de l'argent. Tu as Mmh. besoin t'as besoin bah, comme j'ai dit, c'est mesure de performance et outil et un moyen pour arriver à tes fins. Donc il faut que tu fasses de l'argent, donc tu as besoin de la perf. C'est sûr que tu as besoin de vendre. Que tu vendes de la cosmétique, que tu vendes du service, etc., tu as besoin de vendre. Donc il faut faire de la perf.
mais sans ternir l'image de marque. Donc il faut que les équipes brand comprennent que de temps en temps, il faut faire des petits hacks, il faut faire un petit peu des petits trucs qui sont peut-être un petit peu violents, mais il faut que la perf comprenne que faut pas que ce soit au détriment de la marque. Si tu es une marque de luxe et que tu fais tes campagnes de perf avec des gros logos moins 40%, tu vas complètement perdre ton public luxe. Donc c'est juste pas possible. Par contre, tu peux dire, bah, ok, très bien, j'ai compris, il faut qu'on fasse des soldes. On va le rebrander un petit peu. On va plus parler de vente privée. On va plus parler voilà, de ce genre de choses. On va cacher des soldes, en fait, à travers d'autres mots, d'autres choses, d'autres trucs, pour garder un peu notre branding luxe, mais quand même faire de la perf. Ouais. Donc c'est important de faire les deux. Et c'est important que les deux travaillent ensemble. C'est important que les deux s'apprennent mutuellement parce que, surtout que le gros, ça a ses limites. Il y a un moment où tu vas atteindre un plafond de verre. Et pareil pour le brand. Hein. Il y a un moment où tu ne peux pas vendre que sur de la noto. Tu le vois, là, surtout en ce moment, Google, par exemple, qui se remet à faire de la pub un peu partout dans le métro. Apple qui fait de la pub aussi. Tu vois, tu ne peux pas faire que du brand. C'est pas juste bonjour, j'ai sorti un nouveau produit, achetez-le. Ouais. Même Apple fait de la pub. C'est une bonne représentation que malgré que ce soit une des marques avec le branding le plus fort, ils ont besoin de la perf. Et ça, ils ne l'oublient pas. Juste, tout est brandé. Ouais, c'est ça. Exactement. Tout est brandé, c'est-à-dire que même sur n'importe quel canal d'acquisition, j'aime bien d'ailleurs ce que tu as dit sur l'omnicanalité versus la multicanalité, sur n'importe quel canal d'acquisition, on les reconnaît. Et on reconnaît leurs valeurs et on reconnaît qui ils sont. Exactement. Ce qui, je trouve, est hyper fort. Trop bien, ça nous amène dans la dernière petite partie de ce podcast sur un peu la vision, une projection un petit peu sur la suite. On en parlait un petit peu autour d'un café la dernière fois. Tu disais que pour toi, on est un peu à un tournant. Je te laisserai me dire pourquoi. Et donc, pour compléter ma question, tu vois, quelle opportunité ou comment tu vois le futur sur comment c'est quoi le futur du branding et quelles sont les marques qui réussiront demain et est-ce qu'on est dans effectivement, pourquoi on est dans un tournant? Est-ce qu'il y a des opportunités? Alors, pour le branding, je suis pas devin, mais de toute manière, grossièrement, le branding, ça restera toujours le branding. C'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose dont on entend beaucoup plus parler maintenant, mais c'est pas du tout quelque chose de nouveau. Ça a toujours existé. Avant, on parlait pas de raison d'être d'entreprise, on parlait d'objet d'entreprise, voilà. Mais donc ça a toujours existé et je pense que ça ne changera pas. Par contre, on est à un tournant dans le sens où, notamment en France, on a beaucoup de marques mid-scale qui prennent un peu cher. Gap est pas dans une bonne situation, André, Camaïeu, etc., etc. Et donc, on va avoir la possibilité d'avoir des nouvelles marques qui vont émerger et qui pourront peut-être même aller. Moi, je pense qu'il y a des marques qui pourront aller taper à la porte, des marques qui se créent maintenant, des marques qui se créent aujourd'hui, qui pourront demain aller concurrencer des marques gigantesques comme Nike. Tout ça, c'est des marques d'hier, qui sont encore des marques d'aujourd'hui, grâce à de la perf, bien sûr, mais aussi beaucoup de branding, beaucoup de brand qui les a fait durer dans le temps, qui a amené de la pérennité à la boîte. Et je pense que là, il y a de la place qui arrive sur beaucoup de marchés pour des boîtes qui se créent aujourd'hui et pour qu'elles soient les boîtes de demain. Surtout qu'on est à un tournant sociétal avec tous les problèmes qu'on connaît, écologiques, etc. On remet en question le capitalisme, on remet encore beaucoup de choses. Et donc, il y a une vraie position à prendre pour les marques d'aujourd'hui, pour que, je pense, deviennent les grandes marques de demain. Et sur l'éco-responsabilité, c'est hyper intéressant, parce que quand t'es Nike, en fait, faire des baskets éco-responsables, on a l'impression qu'ils pourraient le faire comme ça, mais en fait, c'est pas si facile parce que c'est une énorme machine à bouger. Alors que les jeunes marques comme Veja, Zeta, etc., c'est au cœur, dès leur naissance, d'être ça. Et donc, je pense que c'est de toute manière, ça c'est subjectif et mon idée, mais je pense que les marques de demain seront des marques avec à minima une sensibilité éco-responsable. Elles ne seront pas forcément à 100%, parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on en sera dans 10 ans, etc. Mais il y aura un minimum de sensibilité éco-responsable.
Et du coup, je pense qu'il y a une très grosse place à prendre. Tu vois, quand j'aime bien regarder qui veut être mon associé sur M6, euh, quand Circle Sportswear ils sont passés sur l'émission, moi je me suis dit, ok, Circle Sportswear, ils ont la possibilité d'être le Nike de demain en fait. Alors Nike, ça s'est pas fait en 3 ans. Et c'est pas en levant des millions de fonds qui deviendront le prochain Nike. Mais c'est sur 20, 30 ans, tu vois. Est-ce que dans 30 ans, on aura des circles de la même manière qu'on a Nike? Bah peut-être. Moi je dis peut-être. Et qu'il y a une place et qu'il y a de la place à prendre là. Parce qu'il y a des marques historiques qui petit à petit disparaissent, qui perdent beaucoup de parts de marché. Et pour l'instant, bah, c'est le bas du panier et le haut du panier qui prennent ces parts de marché. Donc il faut trouver le bon positionnement. C'est pas moi qui vais le donner. Mais je pense qu'en tout cas, oui, il y a de la place, il y Ouais. a du marché qui se libère. Et justement, tu parlais des états, de Circle Sportswear. Est-ce qu'il y a des marques justement qui t'inspirent et euh, euh, tu vois, où tu penses que justement, en fait, ils arrivent à imprimer Mm. un branding fort ou en tout cas un projet fort? Ouais, je pense que Unbottled est un bon exemple. Euh, je pense que Zeta est un très bon exemple. En plus, on a la chance de travailler avec eux. On a la chance de travailler avec eux en ce moment. Donc, du coup, ouais, ça, c'était une marque inspirante de base, je pense. Circle aussi, énormément. En fait, beaucoup des marques qui ont un vrai engagement. Alors, j'aime beaucoup aussi travailler avec une start-up israélienne qui s'appelle Ariga. Pas du tout de l'éco-responsabilité. Mais par contre, ils ont une vraie vision. Eux, alors c'est très très tech, mais ils veulent faciliter l'utilisation de la. Je sursimplifie. Mais ils veulent faciliter la vie des développeurs et faciliter la vie de la gestion de bases de données pour que les entreprises puissent se développer de manière plus sereine, etc. Parce que tu imagines bien que quand tu es Facebook, changer un petit truc sur ta base de données, c'est une épreuve. Et donc, eux, ils veulent faciliter ça. Et ça, c'est passionnant de travailler avec eux. Ça, c'est des startups hyper inspirantes parce qu'ils ont vraiment une vraie vision de où est-ce qu'ils veulent aller. Et je pense que c'est ça, les marques qui m'inspirent. Pour pas être que dans l'e-commerce, il y a Mila avec qui on a travaillé, ceux qui font de l'assurance pour les propriétaires bailleurs. Euh, c'est c'est hyper intéressant parce qu'ils ont une vraie vision de où est-ce qu'ils veulent aller. On a, alors je vais dire des bêtises, mais je crois 500 000 grossièrement propriétaires bailleurs en France. Donc c'est des gens, c'est des particuliers comme toi et moi qui ont un appartement et qu'on le met en location. Et on en a un, peut-être deux, mais c'est pas notre boulot, quoi. Et ces gens-là étaient très mal accompagnés jusqu'ici. Et Mila veut proposer un accompagnement auprès de ces gens-là pour qu'il y ait une meilleure assurance. Et c'est pas juste. Voilà, il y a une vraie vision à la boîte. Ouais. C'est intéressant parce que du coup, finalement, ça revient à dire que ces marques qui sont inspirantes ou qui peuvent du coup prendre de la place, c'est des marques qui ont un regard sur le monde de demain. Que dès le début de leur aventure et Mm, qui j'imagine, se posent la question de c'est quoi demain et que dès le début dans la création de leur marque, ils voient dans 10 ans et ils insèrent leur marque dans cette vision du monde de demain quasiment. exactement. Bah, c'est la partie vision de la plateforme de marque. Ouais. Et ils l'ont. Certains l'expriment très bien, certains ont du mal à l'exprimer, mais je trouve qu'il y a de plus en plus de marques qui l'ont et qui ont la volonté de l'avoir. C'est peut-être la fin du dropshipping, justement, du coup. Euh, mais en tout cas, ouais, c'est très cool. Parfait, parce que la boucle est bouclée. On reprend du coup ce qu'on a dit au début sur le fait de définir la vision dans la plateforme de Mm. marque et on voit à quel point c'est important. Dernière petite question que je pose à tout le monde, est-ce qu'il y a des contenus que tu recommandes, des personnes que tu recommandes de suivre, je sais pas, des sites que tu recommandes pour se documenter un peu sur les marques, le branding? Toi, à titre individuel, est-ce qu'il y a des choses que tu suis particulièrement? Beaucoup de podcasts, je suis un très très gros consommateur de podcasts. L'Avant-Garde, c'est un super podcast. Non, mais j'aime Merci. beaucoup Génération Do It Yourself. Je suis pas forcément toujours fan de Mathieu Stéphanie, il ne faut pas m'en vouloir. Mm. Mais ses invités sont formidables et il arrive quand même beaucoup à les faire s'exprimer, etc. Donc je le trouve c'est du long format. Moi, je Mm. pense que le format long, je trouve ça hyper cool. Pareil, le podcast de son associé Laurent Crête, donc Le Panier, hyper intéressant parce que tu as beaucoup de marques. En fait, Mm. je pense que le branding, si tu veux te documenter sur le branding, le mieux c'est de te documenter sur les marques.
d'aller écouter les fondateurs parler. En plus, on est dans l'ère du podcast, etc. Donc d'aller faire de la veille, de les écouter, parler de leur marque, parler de leur entreprise, etc. Et ça va te permettre de faire un peu de veille. Euh, J'aime bien le Super Daily qui est fait par une agence d'acquise lyonnaise, d'acquise de réseaux sociaux, euh, qui est hyper sympa. C'est un petit podcast de 10-15 minutes tous les matins. Je conseille sur toute la partie marketing au sens large. Et sinon, ouais, branding, le mieux, c'est d'écouter les générations do it yourself ou autres podcasts comme ça, ou comme le tien, ou qui sont un petit peu long format, et où tu as le temps d'exprimer les choses. Comme ça, tu peux comprendre un petit peu comment les gens sont. Tu peux comprendre les messages que les gens veulent faire passer, qui est difficile sur les formats courts. Trop chouette. Merci Joachim d'avoir pris le temps d'essayer de vulgariser le branding et te donner un petit peu ta méthodo et la manière dont tu perçois ça et comment tu travailles avec tes clients. Si on veut poursuivre la discussion avec toi, qu'est-ce qu'on fait? On t'ajoute sur LinkedIn, Joachim Archambault. Ouais, LinkedIn, avec plaisir. J'essaye d'être de plus en plus dispo. J'avais comme objectif cette année de poster beaucoup plus. J'ai pas réussi, mais je vais continuer. Je suis plus à un post par mois qu'à un post par semaine comme je voudrais, mais je vais continuer. Je suis assez accessible sur LinkedIn et j'ai un créneau. Alors, je crois que c'est sur mon LinkedIn, mais si c'est pas le cas, je vais le remettre. Tous les mercredis de 14 à 14h30, j'ai un créneau qui est bloqué si un e-commerçant veut venir parler e-commerce ou autre bien. avec moi. Il book le créneau, on parle de branding ou d'e-commerce pendant une demi-heure. C'est pas commercial, c'est parle-moi de tes problèmes, je vais te soulever des questions et t'en feras ce que tu veux. Génial. Donc, soit on prend rendez-vous le mercredi de 14h à 14h30 Ouais, c'est pour le café, quoi. On prend un petit café ensemble, après manger, tranquille, quoi. et on t'ajoute sur LinkedIn, Joachim Archambault, associé chez Acrolab. Merci beaucoup, Joachim, et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de l'Avant-Garde.